vous propose de reprendre, si c'est bon pour tout le monde. Alors, pour poursuivre cette matinée, nous allons donc nous intéresser à nouveau à un lieu emblématique, un type d'édifice emblématique de cette période d'entre-deux-guerres, que sont les garages, évidemment, l'automobile créant la nécessité de garages. Et donc c'est Gauthier Gilman, documentaliste au musée de Picardie et président de l'association historique de l'Automobile Club de Picardie, qui va nous présenter la conférence intitulée « Les grands garages de Picardie à Amiens ». Et je lui laisse la parole maintenant. Merci François. Bonjour à tous et à toutes. On va rester dans le même quartier que celui qui vient d'être évoqué par Rémi. Merci à Rémi d'avoir introduit le contexte et justement le secteur et le contexte historique. Je vais vous parler aujourd'hui de deux édifices emblématiques d'Amiens qui ont marqué la mémoire des Amiénois encore maintenant. Il y en a un qui a disparu, le second qui est toujours visible. Et je vais introduire mon propos par un petit historique sur Lucien Corroyer, le fondateur de l'entreprise. Alors Lucien Corroyer, né le 4 janvier 1878 à Oissel, en Seine-Maritime. Adolescent, il débute comme employé de commerce, puis il suit une formation d'ouvrier tourneur et travaille au garage Bance à Caen. Déjà reconnu pour ses qualités humaines, son sens de l'organisation et sa vivacité d'esprit, il progresse rapidement au sein de cette entreprise en devenant contremaître, puis directeur. Il se marie en 1904 avec une jeune Normande de 24 ans, Georgette Godel, avant de déménager peu de temps après pour Amiens. Dans son allocution prononcée en 1954 à l'occasion du cinquantenaire des grands garages de Picardie, Robert Godel, beau-frère de Lucien Corroyer, devenu directeur de la société en 1934 à la mort de ce dernier, rappelle les débuts du fondateur de l'entreprise. En l'an 1904, messieurs Corroyer et Huet fondent le Grand Garage de Picardie et s'installent 2, 4 et 6 rue Saint-Honoré à Amiens. Concessionnaire de Clément Bayard, avec un contrat annuel de 6 voitures, ils parviennent à respecter les engagements pris envers ce constructeur ainsi que leur clientèle. Stockistes de Michelin, concessionnaires Gladiator et Morse, ils poursuivent leurs efforts et s'installent en 1908 au 16 et à 18 rue Jules Barny. En 1910, les deux associés se séparent et M. Corroyer continue à exploiter seul son garage. Son affaire prospère rapidement et il n'hésite pas à agrandir ses installations au 16-24 rue Jules Barny, sur un axe d'entrée de ville très passant comme vous le savez, avec des annexes rue d'Air, rue du Blamont et rue Rowe, après 1918. Avant la Première Guerre mondiale, le garage représente plusieurs marques françaises de qualité dans la capitale picarde. Sa réputation est déjà acquise. Il développe ses activités, école de conduite, location de véhicules, et vendra également par la suite des vélos et des motos Alcyon, BSA, la bicyclette Tomade, la bicyclette Alléluia, Clément, et la bicyclette Lucien Corroyer, que Lucien Corroyer va faire assembler, c'est-à-dire qu'il va acheter des pièces. C'est pas lui qui la fabriquera en tant que tel, mais voilà, il la vendra sous son nom, à partir de 1927. Alors vous connaissez probablement ce bâtiment qui existe toujours, qui est en rue Jules Barny, qui vient d'être, dont la façade vient d'être ravalée, et malheureusement qui a fait perdre le petit écusson Citroën peint qui était encore en place depuis les années 20. Lucien Corroyer est par ailleurs l'un des membres fondateurs très impliqués dans la création de l'Automobile Club de Picardie en 1905 à Amiens, le grand garage de Picardie, et donc naturellement présent à travers la publicité sur le parcours de l'un des plus grands événements de l'année en sport automobile, le Grand Prix de l'ACF, organisé dans la Somme pour l'année 1913 par l'Automobile Club de Picardie. Il sera par la suite toujours présent dans les années 30 sur le Grand Prix de Picardie avec des publicités très, très impressionnantes. Démobilisé après l'armistice, c'est en 1919, année de la création de la Société des automobiles Citroën, que Lucien Corroyer signe son premier contrat d'exclusivité avec la marque Chevron, pour un minimum de 200 voitures à l'année, à la vente dans le département de la Somme, en dehors des 7 communes du canton d'Olt. Il conserve cependant la représentation des marques Panhard et Delage, ici une publicité de 1930 pour le garage. Alors, Lucien Corroyer mettait toujours son nom associé généralement à ces publicités. En quelques années,
à titre indicatif, en 1954, le contrat avec Citroën comportera 1140 véhicules. C'est pour vous montrer le côté exponentiel du garage et ses nombreuses activités. En quelques années, avec ses méthodes commerciales et publicitaires avant-gardistes, et de par la qualité et la polyvalence de ses autos populaires, Citroën devient le premier constructeur français. Cette réussite et cette image de marque profitent à tout le réseau des agents et concessionnaires de la marque. Dans les années 1920, l'automobile commence en effet à se démocratiser et devient le symbole d'une nouvelle forme de mobilité et de modernité en ville comme à la campagne. André Citroën souhaite doter ses plus grosses concessions à travers le monde de beaux garages et halls d'exposition aux nouveaux standards de luxe, d'accessibilité et de luminosité. Il crée pour ce faire une agence d'architecture intégrée à la marque, dirigée par l'architecte Maurice Jacques Ravazé, qui va étudier et réaliser de nombreux projets de garages en France, comme ici le hall d'exposition Citroën de Bordeaux, que vous voyez avec un très bel escalier hélicoïdal, et puis le garage de Lyon qui existe toujours, qui vient d'être réhabilité, racheté, réhabilité, en bureau, voilà. Un bâtiment très impressionnant si vous passez à Lyon. Et puis également le prestigieux hall des Champs-Élysées, qui existe toujours, mais plus sous cette forme-là, qui était vraiment là dû à l'architecte Ravazé également, une très belle réalisation. À Amiens, Lucien Corroyer possède plusieurs sites aménagés dans des locaux déjà existants, comme ici rue Rouault, un local acheté en 1925. Alors ça c'est un petit document qui provient de la revue Citroën. C'est amusant parce qu'on parle de l'expo, justement de l'expo de 25, et du déménagement du salon de l'auto qui n'a pas pu se tenir là-bas à cause de... Voilà. Donc la concurrence est déjà bien implantée en centre-ville d'Amiens, avec le Palais de l'Automobile des frères Godet, inauguré en 1922. Concessionnaire historique Renault, il déploie son imposante façade au numéro 19 de la rue de Paris, avec un spacieux hall d'exposition intégré. C'est ce qui est assez nouveau dans ce type de construction. Ces halls d'exposition innovent de par leur volume, la hauteur sous plafond et la luminosité. Ce sont de véritables vitrines ouvertes sur la ville pour faire rêver le passant et séduire les futurs acheteurs. La famille Godet a fait fortune en quelques années avec la vente de voitures et d'utilitaires, mais également en diversifiant ses activités, en particulier dans la distribution d'essence, de carburant. L'un des deux frères se fait d'ailleurs construire à Amiens un luxueux hôtel particulier de style art déco, purement art déco qui existe toujours, qui se trouve proche de la cité scolaire que vous connaissez probablement. Et donc pour revenir sur les vitrines, voilà, ce sont vraiment des vitrines ouvertes sur la ville, et on voit ici quelques vues assez étonnantes de la boutique Godet avec des vitrines de Noël qui sont très décorées. Autre concurrent en plein centre-ville qui va se développer en même temps que Corroyer, c'est le Grand Garage de la Somme qui se trouve rue des Jacobins, que vous connaissez. Alors j'ai pu faire l'acquisition d'un très beau lot de photos il n'y a pas très longtemps. Ça a été ensuite Matifa, et là actuellement c'est une boutique de vêtements. Il est édifié rue des Jacobins, non loin d'un autre garage qui vendait des automobiles voisins, extrêmement modernistes et avec des carrosseries art déco que l'on connaît aussi. Voilà, encore une vitrine, alors la vitrine Peugeot de Noël, c'est assez étonnant, je vous les ai mises vraiment pour le plaisir. Des compositions assez extravagantes, et puis une vitrine panoramique, on a l'impression d'être au cinéma en étant à l'extérieur, en 16/9e. Il est temps pour Lucien Corroyer de se lancer à son tour dans d'audacieux et ambitieux projets de construction qui répondront aux attentes et aux exigences du constructeur du quai de Javel. Il s'agit dans un premier temps d'étudier l'édification d'un hall d'exposition et de vente qui lui fait jusque-là défaut. Comme de nombreuses villes françaises, Amiens a été dévastée par les bombardements et les incendies lors du premier conflit mondial. Le plan de ralignement et de reconstruction du centre-ville établi par l'architecte Louis Dutoit va permettre la construction d'un niveau neuf de style art déco, très en vogue depuis l'exposition de 1925. Donc Rémi en a parlé, il va y avoir une vente à la découpe de plusieurs lots. Avec ce plan, la priorité est donnée à la circulation et au stationnement des automobiles avec de larges artères, à la construction d'immeubles d'habitation avec commerce répondant aux nouvelles normes d'hygiène et de confort, et de larges trottoirs aménagés pour les piétons, le long desquels on peut cavaler les automobiles. Lucien Corroyer fait l'acquisition d'un terrain rue des Trois Cailloux le 20 octobre 1927, c'est-à-dire le jour de la vente. Il choisit de confier l'étude de la construction d'un immeuble à l'architecte amiénois Georges Bouffet, et non au cabinet d'architecture Ravazé Citroën.
comme il était concessionnaire indépendant. Alors cet immeuble, vous le connaissez, il existe toujours, il est en très bel état de conservation. Bouffé fait appel à messieurs Simon, père et fils, entrepreneurs, à messieurs Monchot, déjà évoqué hier, ingénieur représentant les bétons Hennebic, inventeur précurseur du béton armé, auprès de l'agence de l'avenue de Verdun à Compiègne. Le chantier débute dans les premiers mois de l'année 1928. L'immeuble luxueux est conçu en béton armé et sa façade principale de 23 mètres de long, à pans coupés, dans l'angle sera recouverte de pierres de taille, avec un soubassement en marbre bleu turquin pour le rez-de-chaussée. La correspondance conservée à la bibliothèque de la Cité d'Architecture témoigne du suivi et des exigences apportées à la réalisation de ce projet, tant d'un point de vue technique que fonctionnel et décoratif. Il s'agit en effet d'un projet global, où tout est pensé jusqu'au moindre détail. Une œuvre en soi, alliant l'ingénierie du béton pour la partie gros œuvre et structurelle, et l'artisanat d'art pour les aménagements, et la décoration encore très présente, en particulier sur la façade très ouvragée. L'angle de l'immeuble, qui fait également office d'enseigne, est orné d'un visage féminin sculpté entouré d'un décor végétal de roses plates et de feuilles. Alors c'est intéressant de voir avec un téléobjectif comme ça, on voit vraiment les détails. Il se déploie en cascade, se terminant par 2 volutes, et les longs cheveux stylisés sont intégrés à la composition, peut-être une allégorie de la Picardie. La Société des Grands Garages de Picardie apparaît en haut, en lettres de zinc, sur le fronton, toujours présente près d'un siècle plus tard. Des garde-corps en pierre, on les voit ici en bas à droite, ou en grès. A priori, l'appartement du premier étage, c'est des garde-corps en grès, et ceux du dernier étage sont en pierre. Donc les garde-corps en pierre ou en grès pour le premier étage, formés de cylindres, rythment les fenêtres du premier étage et se répètent ponctuellement au 3e étage. Les garde-corps et balcons des 2 étages supérieurs sont en fer forgé. 2 modèles différents évoquent un motif de drapé stylisé et des frises décoratives avec des vaguelettes et petits enroulements. 2 impostes arrondis, imposants, encadrent les 2 fenêtres. Alors, voilà, à droite, photo de droite, 2 encadres de 2 impostes assez lourds qui alourdissent quand même la façade. En fait, ces impostes, ils encadrent les fenêtres du dernier étage qui sont réservées aux chambres de bonne. Ils font écho au fronton principal. Quand on revoit la façade, on a un rythme de 3 gros éléments. Enfin, des pilastres qu'on aperçoit ici de chaque côté. Des pilastres cannelés donnent l'illusion de supporter l'élévation de la façade. Et un décor géométrique en écailles de poisson se déploie au-dessus des fenêtres du dernier étage, la photo qu'on voit en haut à gauche. Et puis on a un bas-relief aussi qui est assez joli, en décor floral, on retrouve ces décors floraux là, sur la façade en dessous des balcons. Et puis un très joli bas-relief. Sur la partie droite qui correspond plutôt aux toilettes. Alors, les toilettes ne sont pas dans les appartements, elles sont sur les paliers. Les emplacements des enseignes Citroën sont encore visibles. Elles étaient sobrement peintes sur le marbre et non émaillées, comme c'est le cas souvent sur les concessions ou les garages Citroën. Une marquise en béton équipée de pastilles de verre censées ne pas occulter la lumière protège la porte d'entrée, également en ferronnerie d'art, rappelant fièrement le nom du commanditaire propriétaire des lieux. On a ici un sol en pastilles de verre. Ça, ce sont les plans qui sont conservés à la Cité de l'Architecture, un peu difficile à photographier, mais voilà, vous voyez un sol en pastilles de verre. Alors ça, je m'en souviens quand j'étais petit. Implanté le long de la façade permet également l'arrivée de la lumière naturelle dans le premier niveau de cave de l'immeuble qui en comporte 2. Et je pense qu'aux Nouvelles Galeries, de mémoire, il y avait aussi ce système d'éclairage par la rue, des sous-sols. Georges Bouffé fait appel à l'atelier de ferronnerie Tuilier, situé à Lille pour la réalisation de toutes les ferronneries de l'immeuble, dont la partie du magasin, donc la très belle porte, aujourd'hui disparue. Alors, Véronique nous a dit hier, elle nous a parlé de la typographie. La typographie de Lucien Corroyer présente ne répond pas au code, je pense, de Art déco. D'après ce que vous voyez, on retrouve ces petits endroits-là, sur le modèle de la grille, on les retrouve ici, à ce niveau-là. Le modèle de grille, on va les retrouver aussi sur d'autres réalisations de l'immeuble. L'immeuble est en effet conçu autour d'un vaste hall d'exposition très lumineux, au rez-de-chaussée grâce à ses hautes baies vitrées, à pans coupés. La lumière provenant du plafond est diffusée
par un très grand lustre plafonnier en fer forgé et dalle de verre qui couvre littéralement la pièce et qui a nécessité, de par son poids, une étude de répartition des masses au mètre carré. C'est ce qui est mentionné dans le courrier ci-dessus. Ce sont des courriers de l'architecte Monchot. Souvent, c'est une correspondance entre l'architecte, l'entrepreneur. Voilà, c'est assez. Bon, des fois, c'est pas forcément mentionné, identifié. Et là, vous apercevez, donc on le voit. Il n'y a pas de, malheureusement, on n'a pas de document autre que cette revue Citroën qui a été éditée à l'occasion de l'inauguration. Mais vous pouvez imaginer un très grand lustre, qui devait être spectaculaire, qui fait toute la surface du garage et qu'on aperçoit ici. Dans le garage, des appliques murales en fer forgé ainsi que des grands miroirs accentuent également la luminosité et l'effet de profondeur de la pièce. Donc on les voit ici. On voit ces appliques en fer forgé ici qui étaient très lumineuses, hein, avec des verres qui ont disparu maintenant dans les autres parties de l'immeuble. Le sol et les pieds de pilastres intérieurs sont en marbre et un élégant escalier avec rambarde en fer forgé. C'est le plan de l'immeuble. Avec une rambarde en fer forgé mène à un palier intermédiaire, sorte de mezzanine surplombant le hall qui communique avec l'escalier privatif de l'immeuble. Il y a un interpalier en fait au bout de cette petite... Des décors peints ou graffités habillent le second registre du décor, du hall, au-dessus des miroirs. Alors vous les voyez ici, on les aperçoit, c'est vraiment des photos extraites de la revue, de qualité déjà moyenne malheureusement, mais on peut imaginer un petit peu et décrypter un petit peu le décor. On voit des maisons, peut-être des habitations de ville plutôt. Alors, il y a également un grand vitrail moderniste, probablement rétro-éclairé, épousant la ligne de courbe du mur et figurant le commerce, donc on le voit ici. Ce dernier n'est pas sans rappeler, on l'a évoqué hier, les créations d'Auguste Labouré, maître verrier originaire de Laon, dans sa période art déco, dont le vitrail décorant la chambre de commerce de Cambrai, que l'on voit ici. Donc c'est vraiment dans l'idée de ces grands panneaux modernistes, et là on a un panneau qui a disparu, malheureusement, dont on n'a pas la trace. Ce vitrail, comme d'autres panneaux que nous allons découvrir, sont l'œuvre du maître verrier aminois Daniel Tarquet, né en 1884 à Amiens et qui travailla principalement dans de nombreuses églises de Picardie. À droite du magasin d'exposition se trouve l'entrée privative de l'immeuble, numéro 62 de la rue des Trois Cailloux, aujourd'hui numéro 30. Derrière la porte vitrée, à double battant en fer forgé, deux fines rangées de tessons dorés de mosaïque sont les seuls décors marquants de l'encadrement de l'entrée. Vous les voyez ici. Il est à noter que ces espaces d'accès sont dans un très bel état de conservation et d'entretien. Il est probablement restauré à l'identique après l'attentat de 1942 dont nous reparlerons. Le sol en carreaux de mosaïque rappelle celui d'un autre immeuble voisin déjà évoqué dans le même îlot contemporain, Art déco rue des Jacobins. Le hall d'exposition est devant Peugeot, donc on a le même type de matériaux. L'ascenseur d'origine Otis, avec sa cage en fer forgé, dessert les étages d'habitation, tout comme l'escalier avec sa rampe avec un décor végétal. Assez étonnant. Avec une curieuse poule en cuivre, vous voyez, bon, elle est écrasée, mais c'est presque Art Nouveau, c'est plutôt Art Nouveau pratiquement qu'Art déco. Lorsque l'on gravit les marches, un très bel escalier, vous l'avez vu, avec un décor végétal. Lorsque l'on gravit les marches, des appliques de plus petit format, identiques à ceux du magasin, en fer forgé, mais qui éclairaient et qui ponctuent la montée du magasin. L'éclairage sur les paliers est assuré par des plafonniers en verre, Art déco, en verre taillé et dépoli, au motif également géométrique. Alors il en manque un malheureusement, et ils sont assez difficiles à démonter, m'a dit le propriétaire. Au centre de l'immeuble, une cour centrale permet d'apporter un puits de lumière naturelle dans la cage d'escalier, éclairant une verrière de 6 élégants panneaux de vitraux, dont l'un portant la signature d'Arquet Amiens. Voilà, ici. Outre l'abondance de fleurs stylisées descendantes en cascade, la reprise du dessin de la rampe centrale par un jeu de trompe-l'œil en oblique et à l'opposé de la rampe centrale est du plus bel effet et dynamise la composition. On le voit ici en bas à droite. Et on le voyait ici avec la rampe. Vous voyez, ça suit la rampe la descente de la rampe, un peu en trompe-l'œil. Ces motifs très riches sont renforcés et appuyés par le jeu de forme et de rendu des matières et la variété, je vais revenir dessus, voilà, la variété des couleurs de verre de la fabrique de Saint-Gobain, déjà évoquée hier également. En pénétrant dans l'appartement du premier étage, qui était celui de M. Corroyer, qui d'après les propriétaires servait d'espace de réception, mais on
on n'est pas vraiment sûr. Je pense que a priori c'est plus celui de M. Corroyer, appartement privatif. On découvre une longue entrée en couloir qui dessert les différentes pièces. Les visiteurs sont accueillis par une lumière filtrée et tamisée, due aux 3 fenêtres alignant 6 panneaux de vitraux identiques, avec motifs géométriques, toujours rétro-éclairés par la cour centrale. Donc c'est ceci. L'immeuble comprend seulement 2 appartements de prestige, un par niveau. Les plans sont ici postérieurs à la construction et datent de 1961. Mais ça nous donne un peu l'idée de 2 appartements qui sont un peu différents au 2e étage. La première pièce remarquable est le salon, avec son élégante cheminée en marbre noir, Portoro d'Italie, décorée en contraste d'une plaque avec bas-relief finement sculpté, évoquant le décor de corbeilles de fleurs, probablement en albâtre. Les éléments réalisés en ébénisterie sont remarquablement conservés. Un miroir intégré à la pièce au-dessus de la cheminée, encadré par 2 alcôves éclairées par des dalles de verre, et une belle porte à double battant recouverte de marqueterie avec filet. Chaque pan de mur est surligné par une baguette qui accentue l'aspect luxueux du décor. Réalisation probablement de M. Poirel, évoqué également hier. On voit les portes ici, le système de double porte. Les poignées de porte de l'appartement, intégrant des plaques de propreté, tout comme les charnières, sont en laiton argenté, preuve du raffinement voulu par le commanditaire. Enfin, le plafond en stuc, avec frises cannelées et corniches à triple encadrement, souligne la sobre élégance de la pièce et pourrait être le travail du staffeur ornementiste aminois déjà évoqué, qui réalisa également le plafond du Corée Picard. On en avait parlé hier. La seconde pièce, entre ces 2 pièces, il y a une pièce, curieusement, qui est vraiment néoclassique, sans grand intérêt, mais peut-être que c'est pour se rassurer, je ne sais pas, ou un sentiment Voilà, mais on a entre ces 2 pièces, voilà, une pièce classique, et on tombe sur une deuxième très belle pièce art déco. La seconde pièce la plus remarquable est le fumoir, aménagé dans l'angle à pan coupé de l'immeuble, avec sa porte et ses plinthes en plaquage de ronces de noyer, et sa cheminée en marbre gris, avec applique en bronze doré au décor de cornets de fleurs et un linteau conçu en carreaux de grès vert, que vous voyez en haut à gauche. 2 ouvertures à pan coupé dans les angles mènent à gauche un placard et à droite une salle de toilette. En 1929, Roger Corroyer, qui avait acheté une parcelle de 600 m², qu'il a probablement dû diviser en 3 parcelles, fait construire un 2e immeuble de rapport dans la partie rue Ernest-Covin. On a les plans qui sont ici conservés, bon, c'est un petit peu moins intéressant. L'idée, c'est d'avoir une brasserie au rez-de-chaussée, c'était ce qui était prévu. On a les plans des fondations qui nous montrent quand même la qualité du bâtiment. Bon, c'est un peu technique, je ne vais pas vous... Et puis le plan du 1er étage, de l'appartement du 1er étage. Donc, je passe sur cette partie. Là aussi, les appartements sont spacieux et modernes dans cette partie qui est un immeuble de rapport de location. Équipé de salle de bain et de 3 chambres. Plusieurs plans sont également conservés de la Cité de l'Architecture que vous voyez ici. La décoration intérieure de cet immeuble est, semble-t-il, moins luxueuse que celle des 3 Cailloux, la rue des 3 Cailloux. Roger Corroyer décède brutalement le 7 janvier 1934, à l'âge de 56 ans. C'est sa veuve qui va reprendre l'administration de la société et continuer à occuper l'un des appartements. Le hall d'exposition Corroyer va rapidement changer d'affectation pour devenir le restaurant réputé Au Royal dans le milieu des années 30. Alors Rémi en a parlé tout à l'heure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le restaurant est réquisitionné par l'armée allemande d'occupation et devient littéralement la maison des soldats du commandement de district. Un attentat organisé par la résistance amiénoise le 24 décembre 1942 va endommager le rez-de-chaussée de l'immeuble et détruire ce qui pouvait encore subsister comme décor d'origine, en particulier l'escalier encore visible sur une des photos de 42. Si on se penche, on la voit à travers la photo qui est à droite. Si on regarde la photo de près. La façade sera modifiée par la suite dans les années 1950 telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un revêtement de plaques de marbre beige, une réduction des ouvertures et des baies et la création d'un étage intermédiaire pour la brasserie. Roger Corroyer va ensuite se lancer dans un second projet d'envergure très ambitieux. Et on voit donc le grand garage de Picardie que vous avez connu probablement tous dans le quartier de la Gare. Alors on trouve dans les archives un telex qui est assez amusant de l'ingénieur Monchot qui date de juin 28 et qui découvre que M. Corroyer a acheté un terrain qu'il a l'intention de faire construire un immeuble, un gros garage. On le voit, garage à pente, c'est mentionné en fait. Alors, Roger Corroyer achète un terrain occupé par un grand hôtel, a priori l'hôtel Terminus, c'est ce qui est mentionné, mais c'est peut-être un autre hôtel, il y avait un autre hôtel, le grand hôtel moderne qui était
immédiatement à gauche sur une parcelle qu'il va faire détruire en vue de la construction de son grand garage moderne en béton armé. Une demande de permis de construire est déposée quelques mois plus tard pour l'édification du garage le long des jardins publics du boulevard de Belfort. Le projet est à nouveau confié à l'architecte aminois Georges Bouffet. En dehors de sa façade principale, ornée côté nord, place Alphonse-Fiquet dans l'axe de la gare, le reste du bâtiment a vocation utilitaire et d'aspect assez dépouillé, avec de grandes surfaces vitrées sur les 4 faces pour assurer un éclairage naturel des différents niveaux. Dans le projet, c'est l'esthétique du bâtiment qui est remis en cause par le conseil municipal de l'époque en février 1929. Ce dernier accorde cependant en avril une tolérance contre redevance annuelle pour l'autorisation des surfaces vitrées donnant au boulevard de Belfort. Lucien Corroyer s'engage donc à n'utiliser que du verre dit cathédrale sur cette façade du bâtiment. La situation du nouveau garage du 2 au 16 place Alphonse-Fiquet, en face du parvis de la gare, est stratégique en termes d'emplacement et de visibilité. Situé au croisement du boulevard de Belfort et de la rue Jules Barny et de la rue de Noyon, avec une grande perspective visuelle, il devient une attraction non seulement commerciale, qui a été immortalisée ici dans plusieurs cartes postales. L'entrée principale est très largement dimensionnée pour faire entrer et sortir les véhicules, comme on le voit sur cette photo d'époque du début des années 30, prise à l'occasion d'un événement au garage. Elle est surmontée du seul décor ornant la façade principale, un bandeau d'encadrement incluant le logo Citroën en relief peint en bleu, cerclé de perlettes, entouré de 2 volutes, le lettrage des établissements Lucien Corroyer et 2 beaux lampadaires en potence, que vous avez dû connaître aussi, en fer forgé, réalisé avec la technique du vitrail. Et une sorte de flèche en façade grimpée jusqu'en haut de l'immeuble, qui devait supporter peut-être un paratonnerre. On le voit sur les plans, il y a un petit drapeau Corroyer qui est sur les premiers plans. Un petit drapeau Corroyer est installé sur le... Alors sur ces photos que j'avais prises en 1996, on voit la façade volontairement abandonnée, condamnée, niée, ce depuis le réaménagement de l'entrée principale en 1954 sur le boulevard de Belfort, après la construction du projet Perret. Volontairement, la façade a été complètement niée et restée dans cet état pendant des décennies. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la polychromie avec des couleurs vives, le jaune d'origine des coffrages en béton, qu'on voyait encore en 1996, qui habille les sous-bassements entourant l'entrée, le bleu du logo et le rouge du linteau qui devait trancher sur la place avec le reste du bâtiment. Alors on voit sur la carte postale de droite, on va la revoir en entier, un peu évidemment recolorisée, et on voit que la façade, tout le reste du bâtiment est vraiment blanc, mais l'entrée de la façade, l'encadrement de l'entrée est assez polychrome. Le garage comporte 5 niveaux au plateau aérien, un rez-de-chaussée et 4 étages, une terrasse entourée de garde-corps en fer forgé, qui n'est pas prévu initialement pour stocker les véhicules, ainsi qu'un sous-sol qui se déploie sur... Donc l'ensemble se déploie sur 14 000 m². Alors j'ai pu récemment faire l'acquisition d'un élément du garde-corps très lourd. Il y a deux éléments ont été mis en vente récemment. Alors ce garde-corps est souvent décrit comme comportant un motif central librement inspiré d'une calandre automobile. Je vous laisse juger un petit peu, c'était vu pour être... fait pour être vu de loin. On a une très belle vue ici dans les archives familiales de Corroyer. Il y a de très belles vues de la terrasse qui sont assez inédites. On voit probablement une sirène d'alarme des bombardements je pense, du Second Conflit mondial. À l'intérieur du garage, l'organisation du travail est optimisée et rationalisée. Le rez-de-chaussée est affecté à un petit entretien courant des véhicules et à l'approvisionnement en essence. Le sous-sol a vocation à accueillir les réparations mécaniques avec une réserve de pièces très importante comportant 2000 casiers modulables afin de stocker toutes les références de rechange pour les modèles Citroën en circulation. Le premier étage sert à la présentation des véhicules neufs. On voit ici une photo, avec une ouverture centrale et des bureaux des différents services commerciaux et administratifs, répartis sur toute la périphérie. Ici, nous avons une vue des années 50, lorsque le rez-de-chaussée était devenu un hall d'exposition. On a inversé et ça vous montre cette ouverture, cette grande ouverture, avec un balcon légèrement décoré. Les travaux de carrosserie ne sont pas réalisés sur place, mais dans une annexe extérieure. Comme dans le garage de Lyon, qu'on a vu tout à l'heure, une large rampe dite Gatti, du nom du concessionnaire Citroën de Saint-Étienne, qui en suggérera l'idée à Lucien Corroyer, permet de desservir les différents niveaux. Ce sont des plateaux de 2000 m² environ. Les nouveaux locaux des grands garages de Picardie sont inaugurés en grande pompe le 31 octobre 1930 en présence d'André Citroën et de son frère Hugues et de nombreux édiles locaux
ainsi qu'une importante délégation de concessionnaires français de la marque Invité. Un traditionnel grand banquet les réunit au Grand Hôtel. Un grand stand accueille un diorama, je vais retirer la photo, mais la nuit, l'enseigne est éclairée par un système dit électroluminescence du Noro, phénomène produit par un courant électrique traversant un matériau, créant une lumière verte. Donc vous voyez on a parlé hier de toutes ces questions de luminosité, de lumière et aussi d'éclairage, et le grand garage de Picardie n'y échappe pas. Le second conflit, alors là on a une vue assez intéressante, c'est François Legault, qui est un homme un pilote automobile qui va faire des records qui va faire Le Mans, les 24 heures du Mans, et qui va faire un record de 400 000 kilomètres avec sa traction en France, des allers-retours entre Paris et Monaco. Et juste pour vous donner, vous voyez à gauche, c'est devant le garage, on avait juste à proximité les bains, et on a ici un petit bâtiment qui va être détruit, et alors a priori ça ne faisait pas partie de la déconstruction Citroën, de l'ensemble Citroën, mais on a ce petit bar art déco qui est très sympathique, qui s'appelle le bar au chaudron, en référence évidemment à Citroën. Et donc il est juste dans le... Là vous êtes avec Lucien Godel, donc le repreneur, et sur cette autre photo on voit le dégagement, on voit l'angle du garage, donc avec les sous-bassements, et puis le dégagement sur la place. Après les bombardements américains de 1940 qui vont raser le quartier de la gare et le centre-ville, le projet ministériel de reconstruction de la gare d'Amiens et de la place Alphonse Fiquet par Auguste Perret, débuté en 1945, va en effet masquer une grande partie de la façade du garage, dont la principale obligeant à repenser les accès sur le boulevard. On voit ici les nouveaux accès qui datent de 1954. Pour plusieurs générations d'Aminois, le garage fait partie de leur environnement et sa silhouette de grand paquebot transatlantique que l'on découvrait dans la courbe du boulevard de Belfort est indissociable de celle du centre-ville. Le bâtiment, cependant devenu vétuste dans les années 80-90, sans hall d'exposition, sera utilisé en tant que concession jusqu'au milieu des années 90. Vidé et désaffecté, son emplacement et son terrain sont convoités dans le cadre d'un projet de réaménagement du quartier de la gare. Il est rasé sans concertation et dans l'urgence, à la sauvette, un samedi matin d'avril 1999, pour faire place à un complexe cinématographique qui devait redynamiser le centre-ville et pour lequel on annonçait, on espérait, une fréquentation optimiste d'1 million de visiteurs par an. Était-il possible ou raisonnable d'envisager une restauration, une réhabilitation du grand garage de Picardie? La question reste évidemment en suspens. Ça a été fait dans d'autres villes et c'est encore le cas actuellement à Bruxelles, avec un projet très très complexe et très onéreux, le grand garage du Canal qui est en cours de réhabilitation pour devenir un musée, une annexe du centre Georges Pompidou. Vous voyez, c'est éventuellement possible. On pourra le visiter dans quelques mois, je pense, puisque le projet se termine. Voilà, je termine dans le timing, je pense. Merci beaucoup Gauthier pour ce très bel exposé, puis je pense vraiment cette découverte. À mon avis, personne n'avait jamais vu l'intérieur de cet appartement extrêmement bien préservé et orné. Évidemment, on ne peut que regretter la fragilité de ce patrimoine, comme le démontre la destruction encore relativement récente du second grand garage. Pour ma part, étant amiénois de fraîche date, je ne l'ai jamais connu et je regrette de ne jamais l'avoir vu. Alors il me semble que les deux conférences qu'on vient d'entendre ont quand même une vraie cohérence, ne serait-ce que géographique, donc il serait peut-être assez légitime de poser les questions tout de suite avant de passer la dernière communication de la matinée. Donc Rémi, si tu peux revenir. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Merci. Deux petites réflexions par rapport à l'exposé sur le grand garage de Picardie. Tout ça est absolument passionnant. En premier lieu, évidemment, moi aussi, je me joins à ce que tu as dit, je regrette cette brutale démolition effectuée en 1999 de ce garage. Je voudrais simplement ajouter deux points. Souligner l'importance, évidemment, dans cette période de l'entre-deux-guerres, de la conception des salons d'exposition d'automobiles.
qui sont l'équivalent des salons d'exposition de mode, en fait. Hein, c'est vraiment la haute couture automobile. Et enfin, l'automobile fait partie de la haute couture, d'une certaine manière, de l'industrie du luxe. Et donc, dans la production architecturale des grands architectes de l'époque, tous, enfin, quasiment tous, se confrontent à ces programmes de salons d'exposition. Deux exemples à Paris, qu'on connaît bien, le garage Marbeuf de la Prade, et puis le garage voisin conçu par Malès-Thévins, également rue Marbeuf. Malheureusement, tous ces garages, tous ces salons d'exposition ont été, pour la plupart, dénaturés ou détruits. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à Amiens et par rapport au programme de Courvoyer, je voudrais insister sur l'importance des opérateurs, et en premier lieu, donc, le maître d'œuvre Georges Bouffet, qui mériterait vraiment une étude, enfin, à moins qu'il y en ait une, mais je ne la connais pas, d'études vraiment complètes sur sa production. Et puis de Louis Monchot, dont Véronique a parlé déjà hier, et qui est un ingénieur absolument essentiel, vraiment la courroie de transmission avec NBIC, mais lui-même vraiment un ingénieur de très haute qualité, et j'en veux pour preuve que son rôle aussi pour l'hôtel de ville de Montdidier, où il y avait des ouvrages de béton armé extrêmement importants au niveau des fondations, et Monchot a joué un rôle absolument essentiel, déterminant. Juste ajouter, parce que je ne savais pas qu'il avait aussi travaillé sur Courvoyer, que Monchot avait une carte très spéciale, un savoir-faire très particulier, qui était celui de la maîtrise des dalles de verre et de tous ces systèmes de plafond plancher qui laissaient passer la lumière. C'était une très grande nouveauté de Saint-Gobain, mais encore fallait-il que ça puisse être relayé en province au niveau des constructions qui voyaient le jour, et que ce soit, oui, effectivement, par le progrès de la Somme, où c'était une nécessité pour travailler, ou que ce soit ici, avec Courvoyer, pour une nécessité d'apporter de la lumière pour mettre en valeur des objets à vendre. Mais c'est une grande nouveauté de l'époque, et peu de gens, peu d'ingénieurs arrivaient à travailler avec NBIC sur ce plan-là, puisqu'évidemment les dalles de verre ne sont pas, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ne tiennent pas toutes seules. C'est absolument impossible que le verre puisse résister. À l'époque, on avait besoin d'NBIC. Donc Monchot relais comme ça, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Et je crois qu'effectivement, ça mériterait de travailler sur l'aspect, sur le savoir-faire de Monchot. Alors, merci pour vos deux interventions, d'autant plus que ça se trouve dans le même secteur géographique, ce qui permet d'avoir une certaine unicité. Et je trouve particulièrement instructif de voir que l'art déco, dans cet exercice-là, trouve son expression dans l'espace et la lumière, et la ferronnerie, par exemple, aussi, qui est évoquée, les couleurs avec les vitraux, cet intérieur. J'ai moi-même une amie qui a un appartement connexe à cet ancien garage, et effectivement son intérieur est à peu près équivalent à celui que vous avez montré, et c'est très beau. C'est vrai qu'on est stupéfait quand on pénètre dans les bâtiments, et on a effectivement le regret de la disparition de ce grand garage de Picardie qui aurait dû être classé, qui était en cours de classement, je crois, et qui était presque un modèle, parce que enfants nous avions tous des jouets qui ressemblaient à ça. Exactement. Effectivement, et c'était le modèle d'une réussite esthétique. Et les images intérieures du premier garage Courvoyer étaient également magnifiques. Donc je vous remercie pour votre présentation. Merci. Oui, je voulais juste parler un peu décoration intérieure. Alors déjà, merci pour ces deux interventions qui se répondent bien, parce qu'effectivement, on a là deux grands on va dire, programmes architecturaux et décoratifs assez caractéristiques et emblématiques de l'entre-deux-guerres, tels qu'ils se développent également à Paris, mais c'est surtout intéressant de valoriser la façon dont ils se développent ailleurs que dans la capitale. Alors,
justement pour les garages, vous disiez que, enfin vous avez donné un certain nombre de noms, probablement telle ou telle entreprise, et puis on a le nom en particulier du maître verrier, donc amiénois, donc local. Donc, alors, je me demandais quelles étaient les sources. Pour avoir plus d'informations sur le sujet, quant aux exécutants et dessinateurs des modèles, si c'est possible. Je sais que souvent c'est pas le cas. Et du coup pour le cinéma, le Picardie avec un Y à l'américaine, donc on peut pas oublier effectivement tout l'intérêt qu'il y a à cette époque pour le cinéma américain. Et évidemment, on pense aussi à beaucoup d'autres cinémas, certains qui ont été préservés. Enfin, moi j'ai un peu travaillé sur le Grand Rex où on a le Grand Rex, en fait, c'est cette salle atmosphérique à l'américaine, conçue par John Emerson, qui dans les années 20 a conçu beaucoup d'intérieurs de ce type. Donc ma question, en fait, c'est qu'on n'a pas vu l'intérieur, c'est de savoir quelles étaient les sources sur la décoration intérieure, l'aménagement intérieur de ce cinéma. Je ne sais pas s'il y en a, et auquel cas, si on a quelques informations, qu'est-ce qu'il y avait? Puis là aussi, est-ce qu'on a les noms de certains dessinateurs, décorateurs, entreprises, sachant que dans certains cas, c'était également aussi les architectes qui dessinaient et après on faisait exécuter par des entreprises. Alors au début de ma conférence, moi j'ai dit que j'allais faire un aveu de faiblesse, je vais en faire un troisième, parce qu'on n'a pas hélas de photos de l'intérieur. C'est ça le problème, les seules photos que j'ai pu avoir aux archives, c'est des photos qu'on Gaumont rachète. Donc c'est un intérieur typique de chez Gaumont, qu'on a des photos des années 90. Donc il n'y a pas, hélas, de photos, il n'y a pas dans la presse de photos de l'inauguration avec l'intérieur. Et concernant les aménagements, donc c'est bien Dubreuil et Ardebault qui s'occupent de tout penser. Mais hélas, là pareil, il faudrait aller dans les archives plus précisément, mais j'ai pas trouvé d'informations, éléments de décoration intérieure. Sachant qu'il n'a pas du tout la même volonté, parce que, à titre d'exemple, le cinéma que j'ai cité tout à l'heure, le Normandie, qui était le cinéma d'Alençon, dont Élie de Freinet était également propriétaire, qui date de 1934, il n'a pas de particularité architecturale à l'intérieur, en fait. Il met souvent... la façade est souvent quelque chose sur lequel il veut vraiment des éléments importants, mais l'intérieur c'est quelque chose de pratique, grand, et pour le cinéma, le Picardie, en plus il n'en reste plus aucune trace maintenant, mais j'ai pas d'informations plus précises sur les décorations intérieures. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y avait dans certains de ces cinémas, je vois en particulier à Paris aussi, tout un intérêt qui était porté au foyer, aux espaces de circulation, où il y avait des décors qui se déployaient en la matière, voilà. Donc après, le problème, effectivement, c'est que je m'étais aussi intéressé à un cinéma qui a complètement disparu, j'ai rien trouvé à son sujet à Toulouse. Voilà, c'est que ces cinémas en région, souvent, on a malheureusement très peu d'informations. Et puis en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est évidemment l'inauguration en 42. Et finalement, ce cinéma Art déco, lorsqu'il a été ouvert, en fait, la visibilité de cet Art déco s'étend au-delà de la période communément admise comme étant la période Art déco. Et ça, on en parlait aussi un petit peu ailleurs, je crois, hier, avec Simon Texier, qui évoquait cet Art déco jusqu'aux années 60. Et donc là, c'est assez caractéristique et intéressant, bien sûr. Picardie. L'intérieur, on a un descriptif sans photo. On n'a jamais trouvé ni photo, ni dessin, ni graphique d'architecte. Pardon, merci. On sait que l'intérieur était, c'est un peu comme le mystère du courrier Picard, l'intérieur était resté assis, plein de fleurs. Alors sur un bâtiment paquebot, c'est quand même assez original, mais ça pose question, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faut creuser, parce que c'est sous l'égide du même architecte, mais on a choisi un extérieur complètement monumental paquebot, ça personne n'en doutera, et quand on rentrait, on a des descriptifs de, comment on appelle ça, de cascades de fleurs, de couronnes au-dessus du peu de fenêtres de fleurs. Donc vraiment un motif à l'opposé finalement du souhait qu'on a voulu donner dans la rue. Mais aucun témoignage imagé. Je pense que c'est aussi caractéristique des cinémas. Je pense que le Grand Rex à Paris, il y a quand même un écart entre la décoration intérieure et l'extérieur. C'est oui. On voulait aussi que les spectateurs étaient quand même immergés dans un univers qu'on voulait un peu plus fantaisiste. Oui, imaginer. Et ça, ce mélange, on le retrouve également parce que tu as évoqué l'hymen de Marcel Verdier, alors c'est pas seulement Fernand Léger, c'est aussi Robert Mallet-Stevens. Et bien d'autres réalisateurs, on parle toujours de Mallet-Stevens, mais pas que Mallet-Stevens, il y avait également des ventes de Poiret dans les et le litre de Bariguet, et la salle à manger, je crois que tu as montré, c'est un décorateur italien, si j'ai oublié le nom, si je me souviens bien. Roméo, non, j'ai oublié le nom de famille, ouais. Voilà, mais c'est pour dire qu'en fait, c'est pas que Mallet-Stevens, c'est vraiment un mélange des genres, et en fait, c'est vrai que cette question des décors, des décors des films répond dans certains cas aussi à ce qu'on voulait aussi peut-être reproduire dans ces décors des salles de cinéma. Et peut-être sur la question des
garage sur les sources. Oui, alors là il y a un dossier, la Cité de l'Architecture, qui concerne uniquement, malheureusement, l'immeuble de rue des Trois Cailloux. J'ai pas trouvé grand-chose sur la construction elle-même du grand garage de Picardie. J'ai pas trouvé de photos, par exemple, alors peut-être qu'elles existent, hein, mais de la construction. Dans la presse, il y a aussi peu de choses sur le lancement du projet. On en parle assez vaguement. Après, c'est un projet tout en béton. Est-ce que c'était spectaculaire? Je ne sais pas, probablement, mais en tout cas, j'ai pas trouvé énormément de choses sur. Après, on a la chance d'avoir, je la remercie aujourd'hui, l'arrière-petite-fille de Robert Godel, qui est présente ici, qui a une partie des archives familiales assez importante, pas sur la construction de ces deux bâtiments, malheureusement, mais qui nous retrace un peu l'histoire de sa famille. Et puis après, j'ai des archives privées que j'achète depuis longtemps, parce que c'est quelque chose qui me passionne, objets et documents papier. Gauthier, j'ai une question pour toi. Est-ce que le grand garage de Picardie, Corroyer, c'est Citroën? Est-ce qu'il y a un cahier des charges de la marque Citroën vis-à-vis de ses dépositaires, ou est-ce qu'il y a une totale liberté lorsqu'on est un concessionnaire Citroën pour construire le garage que l'on veut, avec le style que l'on veut, ou est-ce qu'il y a une sorte de ligne directrice de la part de la marque? Ça, je ne l'ai pas étudié, mais je pense qu'il y avait quand même des souhaits, comme je l'ai dit, des souhaits Citroën de créer à un moment, à partir de 24, je crois que c'est le studio d'architecture Ravazé est créé, et ils souhaitent, ils proposent des projets, et quand c'est des concessionnaires privés comme à Amiens, ils ont la liberté de choisir l'architecte qu'ils souhaitent. Donc Corroyer, on voit cette luminosité, cette hauteur sous plafond importante, ces espaces importants, cette décoration aussi assez riche. Et puis il y a aussi une émulation, parce qu'à chaque fois que Citroën crée un garage, qu'il inaugure un garage, il fait venir évidemment tous les autres. Il y a une idée d'émulation aussi, à la fois d'un point de vue commercial, mais également dans la construction et dans le bâti des garages. Donc, et je pense qu'il y a eu. J'ai contacté les archives Citroën, ils n'avaient pas de documents sur les grands garages de Picardie, malheureusement, comme c'est une initiative privée, en dehors des revues, de la revue Citroën à l'époque. Il y a probablement, oui, une émulation, et puis à travers les revues d'architecture de l'époque, on voit, il y a des comparaisons, il y a évidemment des... Je voulais juste remercier aussi les propriétaires de l'appartement de l'immeuble à la rue des Trois Cailloux qui m'ont ouvert les portes très généreusement et très amicalement, et qui sont les gardiens, depuis 1976, les gardiens de la mémoire de l'immeuble, et qui sont très très attachés à l'art déco, justement. Alors, ils ont restauré les vitraux à partir de 1976. Ils m'ont dit on n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'étais encore étudiant, mais la première chose que j'ai faite, on a fait restaurer les vitraux, on a essayé de garder tout ce qu'on pouvait de l'immeuble. Ils ont aménagé leur goût, et évidemment avec des commodités un peu plus. Mais les toilettes sont encore sur le palier, ça c'est marrant. Il y a une salle de bain quand même dans le... Oui, je me permets d'intervenir pour avoir travaillé assez longuement sur le sujet des garages de centre-ville à Amiens. Effectivement, M. Corroyer a chargé Bouffet de l'exécution architecturale, mais il y avait quand même une contrainte sous forme d'une charte avec Citroën. Il n'était pas tenu de l'appliquer dans tous les détails, mais les lignes directrices étaient données par Citroën. Alors, peut-être pour remettre un terme, j'ai moi juste une petite question. Ah pardon, il y a encore une question. Bon bah, je pose la mienne, puis je vous passe la parole. J'attends que le micro arrive. Alors, une petite remarque déjà sur les différents aspects quand même assez flagrants de ces deux bâtiments voisins, donc extrêmement fastueux pour le garage, et monumental, mais finalement relativement sobre pour le cinéma. Sur le cinéma, on voit quand même la place importante de la brique. Est-ce que ça s'explique par le lieu, par la Picardie? Est-ce que c'est une volonté de faire un peu couleur locale en quelque sorte? Et puis après une petite remarque, on a parlé très rapidement du garage Marbeuf. J'ai retrouvé totalement, comment dire,
par hasard que c'était notamment un Amiénois qui avait été administrateur du Grand Garage Marbeuf, Marcel Corbillon, dont vous entendrez parler cet après-midi, parce qu'il a aussi été gérant de la manufacture de Montière. Et comme je n'aurai pas l'occasion de parler de l'action de Corbillon au Grand Garage Marbeuf, ça me permet de gagner 25 secondes sur mon exposé cet après-midi. Merci pour l'allusion. Et voilà, Gauthier me fait remarquer et a trouvé que Corbillon avait été l'un des invités de l'inauguration du Grand Garage, cité dans la presse comme personnage important, et je vous dirai 3 mots de sa biographie, mais voilà, un Amiénois qui s'intéressait à l'automobile à Paris, mais lié à Citroën. Et à Bugatti, mais ça je le dirai aussi. Bref, je ne vais pas déflorer tout ce que je vais vous dire cet après-midi. Par rapport au Picardie, par rapport à la brique, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cinémas où Élie de Freinet était propriétaire, il voulait respecter les matériaux typiques de chaque région. Et dans les notes qui sont présentes aux archives, où on a les échanges entre les architectes et les ingénieurs de la ville d'Amiens, il est vraiment expliqué qu'on souhaite vraiment mettre en avant la brique comme le matériau du territoire, d'autant plus qu'on est quand même en 1935. Et à un moment, il s'est stipulé qu'il y a la crise de 29 qui est passée par là, et donc il y a vraiment une volonté d'avoir aussi une réduction des coûts. Le projet aurait dû commencer dès 29, mais il ne commence qu'en 35. Voilà. C'est à la fois de respecter l'idée de l'architecture de la région, parce que c'était vraiment une volonté chez De Freinet, et aussi par rapport au coût des matériaux à la suite de la crise de 29 aussi, tout simplement. Un Picardie avec un Y, mais de la brique, néanmoins. Oui. Alors sur la Normandie, il n'y a pas de colombage. Non. Bon. Mais, voilà. Et aussi pareil. Normandie avec un Y. Oui, dans un bâtiment qui est très petit en fait. L'aménagement du Normandie est compliqué dans ce qu'on a dans les comptes rendus d'archives à l'ensemble. Bon, ben encore merci beaucoup messieurs pour ces passionnantes conférences. Peut-être qu'on va donc passer maintenant à la dernière intervention de la matinée.